Merci de nous rejoindre dans ce 10e épisode d'Éclat d'esprit. Aujourd'hui, on aborde un sujet aussi crucial que complexe, le cannabis et ses effets sur notre santé mentale. En 2025, le cannabis reste la substance illicite la plus consommée en France, avec 900 000 usagers quotidiens. C'est ce que nous indique l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, qui est un organisme public indépendant depuis 30 ans. Depuis 2023, il nous informe aussi qu'une personne sur deux a déjà expérimenté cette drogue. Derrière ces chiffres massifs, il est important de rappeler que toute consommation comporte des risques variés, autant physiques que psychiques. Pour mieux comprendre ces liens entre usage de cannabis et troubles psychiatriques, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathilde Argote. Docteur en neurosciences, Mathilde est spécialisée en psychiatrie et en addictologie. Ses recherches se concentrent notamment sur le cannabis. Elle a soutenu sa thèse fin 2023 intitulée « Consommation de cannabis et désorganisation de la pensée dans la schizophrénie, approche clinique et neurofonctionnelle ». Cette recherche a été menée sous la direction de Benjamin Rolland et de Guillaume Sescous, en collaboration avec le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, le CRNL, où mon fils effectuait à l'époque son stage. Je vous invite à explorer avec nous les interactions entre le cannabis et notre santé mentale, être informé est sans aucun doute la meilleure prévention que nous puissions offrir à toutes les personnes qui seraient tentées par l'expérimentation de cette substance psychoactive. Je pense évidemment à nos adolescents en soif de découverte. Vous trouverez notamment en descriptif différents liens vers des plateformes d'écoute et des ressources. Bonjour Mathilde, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui préoccupe beaucoup de familles, le cannabis et les troubles psychotiques. Donc un grand merci d'avoir accepté mon invitation et de nous partager aujourd'hui ton expertise sur ces sujets. Pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, qui es-tu et sur quoi portent tes recherches? Oui, bonjour Hélène. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette opportunité de partager un peu mes recherches. Alors, qui je suis? Je suis quelqu'un qui est très, très intéressé par les questions autour du cannabis, plus largement consommation de substances et monde de la psychiatrie au sens large. Et sinon, plus précisément, je suis docteur en neurosciences, donc c'est-à-dire que j'ai fait un doctorat en France sur ces thématiques-là, donc les liens entre cannabis et schizophrénie. Et actuellement, je poursuis mon parcours, on va dire, dans la recherche dans ces thématiques-là. Alors, je fais un peu moins de travaux en ce moment sur la partie schizophrénie, mais je continue toujours à étudier le cannabis. C'est vraiment un peu le fil conducteur de tout mon parcours d'études, on va dire, depuis le master. Et donc, actuellement, je suis en poste de post-doctorante à l'université de McGill à Montréal. Et donc, je conduis des travaux toujours sur l'étude du cannabis, mais cette fois-ci vraiment au sens large, chez un peu tous les individus, pas forcément qui ont une pathologie particulière. Et je suis sous la supervision du docteur Rachel Rabin, voilà, pour mentionner son laboratoire au Douglas. Ton expérience va beaucoup nous aider parce que ceux qui nous écoutent, il y a effectivement des personnes qui sont concernées par des troubles psychiques, mais il y a aussi des parents qui se questionnent sur le cannabis et leurs adolescents. Si tu es d'accord, je voudrais qu'on commence par quelques définitions. Le thème de ton doctorat, c'était la désorganisation de la pensée. Qu'est-ce que ça signifie et qui est-ce que ça concerne? La désorganisation de la pensée, c'est vraiment le concept clé que j'ai étudié pendant les 3 ans de mon doctorat. Et même au bout de 3 ans d'études de ce terme-là, on va dire spécifique, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un terme hyper fouillis, que dans la littérature elle-même, il y a beaucoup d'auteurs qui se contredisaient et que c'était vraiment... Donc, j'ai fait une espèce de schéma récapitulatif dans mon manuscrit de thèse pour moi-même m'y retrouver et que les personnes qui auraient pu me lire, notamment mon jury de thèse, puissent s'y retrouver aussi. Ce que j'en avais tiré donc de ces 3 ans d'études de la désorganisation de la pensée, c'est qu'en fait, c'est défini de plusieurs façons. En fait, ça porte plusieurs casquettes. La principale définition, et je pense la plus simple à présenter, c'est que c'est un des symptômes clés qui contribue à donner un diagnostic de schizophrénie à un individu qui va présenter ce symptôme. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a ce symptôme qu'il va forcément avoir un diagnostic de schizophrénie. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un symptôme qui est retrouvé jusqu'à plus de 80% chez des individus qui ont un trouble de schizophrénie.
Et donc, qu'est-ce que ça signifie la désorganisation de la pensée? C'est vraiment aussi large que le nom que ça porte. Donc, c'est-à-dire que ça va à la fois d'un trouble du langage oral, parlé, à un trouble de structuration des pensées en lui-même. Et donc, c'est quelque chose qui va venir impacter la communication avec quiconque, en fait, un peu au quotidien des personnes. Là, je pense, je suis hyper focalisée sur les patients qui ont une schizophrénie, évidemment. Mais faut bien savoir que la désorganisation de la pensée, ça a été décrit dans la littérature comme étant en fait un espèce de continuum entre un discours normal jusqu'à un discours anormal pathologique. Et donc, en fait, il y a plusieurs stades de sévérité, de prévalence en fonction des populations. En fait, l'idée générale de ce trouble, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va venir altérer la communication entre deux personnes parce que le discours soit est incohérent ou illogique ou il y a ce qu'on appelle une perte des associations d'idées. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de fil conducteur de la discussion. L'idée n'est pas clairement exprimée, quoi. Cette désorganisation de la pensée, elle applique automatiquement une pathologie ou est-ce qu'on peut, de manière occasionnelle, moi, toi, avoir une désorganisation de la pensée qui ne soit pas Oui, pathologique? oui, très bonne question. Absolument. En fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que il y a certains auteurs qui ont émis l'idée qu'en fait, c'était pas forcément un symptôme lié à la présence d'une pathologie, quelle qu'elle soit, pas forcément la schizophrénie, mais que c'était aussi, ça pouvait être une caractéristique qui était aussi rencontrée dans une population sans pathologie aucune. Et donc, comme vous et moi et tout le monde, et je crois, alors ma mémoire est un petit peu bancale là-dessus, mais je crois qu'il y a des études qui estimaient que c'était à hauteur de 7% environ, que ça pouvait, ce, cette caractéristique-là pouvait être rencontrée dans une population entre gros guillemets normale, c'est-à-dire sans pathologie particulière. Pour poursuivre avec nos définitions, c'est quoi un trouble psychotique? En fait, c'est un peu de la même manière, c'est un peu un terme très fourre-tout. Là, pareil, globalement, en fait, en psychiatrie, j'utilise beaucoup le terme continuum parce qu'il y a énormément de choses qui sont définies comme ça par nature. Et donc, là, dans ce cas-là, on parle aussi d'un continuum psychotique. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va partir d'individus, encore une fois, comme vous et moi, n'ont pas de troubles particuliers dans leur vie quotidienne jusqu'à l'extrémité, on va dire, la plus invalidante du continuum, qui va être là la schizophrénie caractérisée. Mais tout ce chemin entre un individu lambda, on va dire, qui n'a pas de trouble particulier, jusqu'à un individu qui a une schizophrénie, ça constitue, on va dire, les deux extrémités de ce qu'on appelle le continuum psychotique. Et donc, il y a plusieurs populations qui vont venir se placer à différents moments de ce continuum. Et donc, il y a plusieurs stades, on va dire, il y a le stade prodromal, donc c'est-à-dire avant le déclenchement de la maladie, et avec des gens qui peuvent ne jamais déclencher la maladie, où là, il va y avoir quelques symptômes qui sont présents, mais vraiment à un niveau, pas du tout à un niveau pathologique. Et ensuite, en termes de sévérité, le stade au-dessus, ça va être les individus à haut risque psychotique où donc là, ce sont des individus qui sont considérés comme étant fragiles et qui vont présenter des réels risques que leurs troubles se convertissent en schizophrénie. Et ensuite, il y a les premiers épisodes psychotiques, où là, pareil, on parle en fait de troubles psychotiques. Donc, en général, quand on fait référence aux troubles psychotiques, les choses les plus retenues, ça va être la présence d'idées délirantes, d'hallucinations. C'est ce qu'on appelle les symptômes positifs. Et donc, ces individus-là qui vont avoir un premier épisode psychotique, c'est caractérisé par la présence de ces troubles-là sur une période de 6 mois ou moins. Il faut que ces symptômes soient présents pendant cette période-là. Mais après, ça s'appelle justement un épisode parce que ça peut rester restreint à un espèce de passage psychotique et ensuite ne pas se transformer en schizophrénie, où là, pour le coup, le dernier stade, la schizophrénie, c'est vraiment la pathologie chronique, donc avec les symptômes qui reviennent par vagues et là où il y a évidemment besoin d'un traitement médicamenteux pour que la personne puisse être stable et ne pas avoir ces espèces de vagues de symptômes qui continuent à arriver et à ne pas s'arrêter, quoi. Tu parlais de personnes à haut risque. Je me demande, est-ce qu'il y a moyen de les identifier, ces personnes à haut risque?
Ouais, très bonne question. Ben ça, c'était le sujet de thèse d'une de mes collègues doctorantes. Moi, j'étais vraiment, on va dire, plus focalisée sur les participants qui avaient une schizophrénie et elle, son sujet de cœur de thèse, c'était les individus à haut risque. Donc, elle saurait probablement bien mieux répondre que moi à cette question. De ce que j'avais compris, il y a des moyens d'identifier ces personnes, mais plus dans le sens où parce que ils vont déjà avoir connu des difficultés en santé mentale et donc ils vont déjà faire partie d'un une espèce de parcours de soins en psychiatrie, pas au stade où ils sont suivis comme des personnes qui peuvent avoir une schizophrénie où c'est extrêmement régulier, le diagnostic est posé, etc. Donc, individu à haut risque, c'est pas forcément à haut risque de développer ensuite une schizophrénie, c'est vraiment à haut risque de développer une pathologie psychiatrique parce qu'ils auront déjà été identifiés, parce qu'ils auront déjà eu des espèces d'épisodes par-ci par-là avec des symptômes qui se seraient manifestés. Donc, c'est déjà des individus qui ont un peu comment dire, un lien avec le côté clinique en psychiatrie, quoi. De ce que ma collègue faisait, c'était comme ça que elle a réussissait à identifier ces populations de participants pour ses études. Après, de les identifier comme ça dans la population générale, du coup, bah, je sais pas. On va revenir à ton cœur de recherche, le cannabis. C'est quoi le cannabis? Comment est-ce qu'il agit sur notre cerveau? Et à lui seul, est-ce qu'il peut déclencher une schizophrénie chez une personne qui serait prédisposée à ça? Tout le monde est un peu familier avec ce que c'est que le cannabis. C'est une plante. C'est vraiment une plante qui pousse dans la nature et qui est cultivée par certaines personnes, donc. Et le cannabis, donc, ça va être une substance psychoactive, donc ce qui veut dire qu'elle va avoir des effets au niveau de notre perception du temps, notre perception des choses, notre raisonnement. Ça va venir perturber un petit peu ce fonctionnement-là, et c'est pour ça que ça s'appelle, c'est une substance psychoactive. Comment est-ce qu'elle agit sur le cerveau? Ça, c'est un mécanisme qui a été assez identifié assez tôt. Je crois que c'était notamment par Meshulam. Et donc, comment est-ce qu'elle agit sur le cerveau? En fait, c'est que dans le cannabis, qui est pareil, un terme très large, il va y avoir ce qu'on appelle des cannabinoïdes. Donc, c'est des substances qui sont présentes dans la plante, des molécules qui vont venir interagir avec des récepteurs de notre cerveau. Ces récepteurs qu'on a au niveau de notre cerveau, ils existent de base, en fait, dans tout un chacun dans son cerveau a un système qui s'appelle un système endocannabinoïde, parce que nous-mêmes, on produit des endocannabinoïdes. Donc, c'est des neurotransmetteurs qui vont agir sur ces récepteurs-là, le récepteur CB1, CB2 pour être précis. Et en fait, le cannabis, qui est une plante qui possède des cannabinoïdes aussi, ça va avoir la faculté de venir également agir sur les récepteurs qu'on a, nous, dans notre système endocannabinoïde, donc les CB1 et CB2. Et donc, c'est par l'intermédiaire de leur action sur ces récepteurs que ça va venir déclencher les effets que je disais au début d'altération, de perception du temps, du cours de la pensée, etc. Est-ce que la consommation de cannabis peut déclencher une schizophrénie chez une personne qui serait prédisposée? Oui, absolument, absolument, absolument. Et ça, je pense que c'est hyper important comme message à faire véhiculer bah, à quiconque voudrait consommer du cannabis à un moment donné. En fait, le déclenchement de la schizophrénie, c'est pas extrêmement clair quels sont les facteurs exacts qui peuvent mener au déclenchement parce que ça va dépendre d'énormément de variables. Mais en gros, le déclenchement d'une schizophrénie, c'est vraiment représenté dans la littérature comme une interaction entre plusieurs facteurs qui va faire que, entre gros guillemets, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, il va y avoir déclenchement. Et donc, effectivement, il y a certaines personnes qui sont prédisposées à pouvoir déclencher cette pathologie. Alors, pareil, c'est pas trop mon rayon, on va dire, mais il y a beaucoup d'études génétiques qui sont faites là-dessus. Et donc, ils vont avoir ce qu'on appelle cette vulnérabilité génétique à déclencher la pathologie. Et en fait, dans la littérature, ça s'appelle le modèle vulnérabilité stress. Et donc, si quelqu'un qui a cette vulnérabilité génétique qui le prédispose à avoir cette pathologie, si cette personne-là, elle va être exposée à des facteurs stressants environnementaux externes à elle, donc là, en l'occurrence, le cannabis, qui est considéré comme un facteur qui va venir stresser l'organisme, effectivement, le cannabis peut être, dans ce cas-là, la goutte de trop qui va faire déborder le vase et qui va faire que la personne va déclencher une pathologie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'études
C'est un lien très très bien établi entre la consommation de cannabis et le déclenchement de cette pathologie. Dans la littérature, on sait aussi que il va y avoir aussi un lien entre la fréquence de consommation et le déclenchement. Donc, c'est-à-dire que plus une personne va consommer régulièrement et beaucoup de cannabis, plus elle va être à même de dépasser ce seuil où elle va déclencher la maladie. Et pareil, il y a aussi une relation entre le contenu de THC à l'intérieur du cannabis, qui est vraiment, le THC, c'est la molécule qui a cet effet psychoactif dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment elle, la principale, c'est la molécule responsable de tout ça. Et donc, plus le cannabis qui est consommé par les individus va être fort en THC, plus également il va y avoir de chances de franchir, entre guillemets, le seuil et de déclencher la maladie. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître ce taux de THC? Les gens, ils savent ce qu'ils achètent et du coup ce qu'ils consomment ou pas? Alors là, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que la réponse varie énormément et ça, je l'apprends en ce moment en fonction du pays. Euh, Par exemple, en France, et moi dans les études que je faisais au Vinatier, au laboratoire PCR2, je demandais à mes participants en fait de me ramener un petit morceau du cannabis qu'ils consommaient le plus. Mais évidemment, vu qu'en France, le cannabis n'est pas légalisé, mes participants ne savaient pas spécialement quelle était la composition de leur cannabis, ils ne pouvaient pas me répondre. Donc c'est pour ça qu'on leur demandait de ramener un petit échantillon et cet échantillon, on l'avait envoyé dans des laboratoires qui sont tout à fait capables d'extraire le taux de THC et le taux également de CBD, qui est une seconde molécule dont on parle beaucoup, qui fait partie intégrante, on va dire, du cannabis. Et donc moi, dans mon étude, je parle de ces deux-là parce que c'est deux des molécules les plus connues, mais il faut savoir qu'il y a je crois, il y a plus de 500 cannabinoïdes qui ont été identifiés. Donc, c'est très, très vaste. Mais en tout cas, THC, CBD, c'est les deux principaux, les deux plus connus, les deux plus répandus. Et donc, en fait, en France, là où ce n'est pas légal, à part dans des études comme ça, qui sont du coup vraiment ponctuelles et rares, c'est impossible pour les personnes qui consomment de connaître la composition exacte de ce qu'ils consomment. Puis en général, les informations données par les dealers, on a pu se rendre compte, en fait, ça correspond pas du tout avec ce qu'on observe réellement dans l'échantillon de ce que la personne consomme. Donc vraiment aucune idée en fait des taux de THC, CBD dans le cannabis, en tout cas en France, dans un pays où c'est pas légalisé. Par contre, depuis que je suis arrivée ici à Montréal, au Canada, où ça a été légalisé en 2018, si je dis pas de bêtises, c'est tout à fait possible de connaître les doses de THC et de CBD et même d'autres cannabinoïdes qui sont en France beaucoup plus ignorés, on va dire, comme le CBN ou le CBG, des choses comme ça. Quand je demande à mes participants ici que je reçois pour mon étude, cannabis ils consomment et tout, ils sont capables de me donner le nom, la marque, la dose, tout hyper précis. C'est assez incroyable de voir ces différences entre les deux. Si j'ai bien compris, le risque, du coup, il dépend de la récurrence de la consommation, du taux de THC. Est-ce que le facteur âge a aussi un poids? Donc l'idée là, c'est est-ce que si on commence très jeune, il y a plus de risques de développer un trouble psychique? Ça c'est une super question. Je pense que oui. Je pense que l'âge de consommation de cannabis est très, très lié à un potentiel déclenchement de troubles divers et variés, mais donc notamment de troubles psychotiques. Parce qu'en fait, c'est bien connu, hein, que surtout à la période de l'adolescence, le cerveau, il est en plein bouleversement hormonal, il y a plein de déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et donc le fait d'ajouter dans tous ces changements qu'il y a, le fait d'ajouter la variable substance qui va venir, ça va venir de toute évidence un peu bousculer d'autant plus tout ça. Et effectivement, on remarque, donc ça c'est aussi remarqué encore une fois dans la littérature où plus les individus qui consomment tôt dans leur âge. Donc, ça peut des fois même commencer aux alentours de 12-13 ans pour des cas assez vraiment, vraiment jeunes. Mais après, en général, c'est plus autour de 15, 16, 17 ans. Voilà. Ces personnes-là vont présenter d'autant plus de risques de déclencher la pathologie.
Et par exemple, j'avais lu aussi c'était une revue, donc là, c'est-à-dire que c'est une espèce d'étude qui fait un état des lieux sur tout ce qu'on sait de ces connaissances-là. Et ils expliquaient que de manière globale, en fait, le fait de consommer du cannabis, ça a entraîné un déclenchement précoce de la pathologie 2 à 3 ans plus tôt que s'il n'y avait pas eu de consommation de cannabis, par exemple. Donc oui, oui, l'âge est un facteur très associé. Ok, ok. Je reviens sur le facteur génétique de vulnérabilité. À partir du moment où dans une famille, il y a une personne qui souffre d'un trouble psychique, est-ce qu'on peut se dire qu'on fait partie des personnes qui seraient plus vulnérables? Ouais, très bonne question. Alors ça, malheureusement, je connais pas très très bien parce que je sais que les études génétiques, ça dépend vraiment. Génétique, ça peut vouloir dire plein plein de choses. Il y a des mutations de gènes. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je m'y connais pas assez. Mais effectivement, à partir du moment où il y a présence d'un trouble psychiatrique chronique et diagnostiqué d'une personne, d'une famille, ça va pas être étonnant de retrouver des personnes de la même famille qui vont aussi présenter des troubles psychiatriques, pas forcément exactement le même, mais ils peuvent présenter toutes sortes de difficultés. C'est assez fréquent parce qu'il y a vraiment un socle génétique commun entre plusieurs maladies psychiatriques et du coup, forcément, ce sont des critères qui peuvent être héréditaires. Et donc, effectivement, par exemple, une personne qui dans sa famille va avoir un père, un grand-père ou une mère, une grand-mère, un ancêtre quoi, qui va avoir eu, par exemple, une schizophrénie, il y a de grandes, grandes chances que ce soit cette personne-là ait des prédispositions génétiques. Après, ça, c'était les travaux d'une autre de mes collègues doctorantes au laboratoire. Dans le cas de jumeaux homozygotes qui partagent du coup énormément de matériel génétique en commun, plus de 50%. Si par exemple un des jumeaux va déclarer une maladie psychiatrique, par exemple la schizophrénie, son jumeau homozygote va avoir, alors je me rappelle pas du pourcentage exact, mais mais je pense aux alentours de 50% de chance, plutôt de risque si on veut parler avec des meilleurs termes, de lui aussi déclencher la pathologie. Ouais. Il y a ce terrain génétique qui est un facteur de vulnérabilité dont il faut tenir compte, voilà, Oui, pour tous nos autres absolument. choix environnementaux qui viennent comme facteur de stress, Oui, absolument. potentiellement déclencher la maladie. Absolument. Du coup, quand on consomme du cannabis, qui est un facteur de désorganisation de la pensée, et ça a été mesuré de manière multiple dans différentes études, est-ce que ça concerne autant les personnes qui n'ont pas du tout de troubles psychiques que les autres? Oui, absolument. En fait, la désorganisation de la pensée, quand c'est on va dire, à l'état symptomatique, mais qu'il n'y a pas encore de pathologie diagnostiquée, c'est en général un symptôme qui alarme suite au potentiel déclenchement de la maladie. C'est vraiment ce qu'on appelle un symptôme prédicteur, qui va venir prédire l'apparition de la maladie. Et la consommation de cannabis, du coup, comme on en a un peu discuté déjà, c'est aussi un facteur qui va venir aggraver le risque de déclencher une schizophrénie. Et effectivement, donc en fait, dans cette étude-là, on avait vu que l'interaction, enfin, le fait que ces deux facteurs soient combinés, donc la présence de ce symptôme-là, de désorganisation de la pensée, et la présence de consommation de cannabis, les deux ensemble, ça a d'autant plus de chances de conduire à un déclenchement de la maladie. Et donc, dans cette étude, on avait montré que le cannabis lui-même, il avait, alors, je dirais pas un rôle causal parce que c'était pas une étude causale, mais en tout cas, ça suggérait que lorsqu'il y avait une consommation de cannabis, ce symptôme-là de désorganisation de la pensée, il était d'autant plus sévère que chez les personnes qui n'en consommaient pas. Et ce, peu importe si les personnes avaient un diagnostic de schizophrénie, étaient seulement, entre guillemets, seulement à haut risque ou alors étaient issues d'une population sans trouble particulier. Donc, dans tous les cas, la consommation de cannabis venait augmenter la sévérité de ce symptôme-là de désorganisation de la pensée. Et donc, quand on sait que ce symptôme-là est prédicteur de la transition vers la maladie de la schizophrénie, c'est d'autant plus, on va dire, c'est d'autant plus alarmant de savoir que le cannabis va venir encore plus favoriser et aggraver ce risque. Que ce soit en France ou en Belgique, ça reste illégal de consommer du cannabis. Par contre,
On entend de manière régulière cette question, est-ce qu'on le légalise ou pas? Donc j'entends et je découvre qu'à Montréal, c'est légal. Quel est ton avis par rapport aux risques encourus par les consommateurs? Ça, c'est la question à 1 million, je pense. Je pense que c'est une question vraiment touchy, si on peut dire. J'ai pas d'avis tranché. En tout cas, une chose à laquelle je pense, c'est que de toute façon, je suis pas certaine que des stratégies de répression, ce soit la bonne stratégie. Vraiment, en fait, que ce soit interdit, illégal, etc., je suis pas sûre que ce soit la bonne stratégie parce qu'on le voit bien un peu, que ce soit légal ou illégal, les gens consomment. Comme tu disais tout à l'heure, ils consomment en ne sachant même pas ce qu'ils consomment parce que du En coup, en plus. France, on ne sait même pas le taux de THC. Voilà, exactement. Donc, je sais pas, je saurais pas exactement dire si je suis pour la légalisation, parce que par exemple, à Montréal, certes, je trouve ça bien que les gens puissent acheter exactement la chose qu'ils veulent consommer, qu'ils aient une totale connaissance, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a un manque d'éducation derrière. De attention, le cannabis, oui, c'est une substance addictive. Il y a des gens qui ne le savent pas et je trouve ça fou. Et donc, la crainte que j'aurais avec la légalisation, ce serait que ça devienne plutôt un business, en fait, pour faire de l'argent, un peu comme tout le business autour du tabac, par exemple. Et plutôt que de faire passer les messages vraiment d'éducation, de vraiment dire aux gens, bah voilà, le THC, c'est la substance un peu à risque, donc essayer d'éviter les cannabis qui ont une grande teneur en THC. Le cannabis est addictif, faites attention. Si jamais vous arrêtez et que vous avez des symptômes de manque, bah, c'est que vous êtes déjà dans la pathologie. Donc, globalement, je pense que le fait que ce soit illégal et interdit, c'est pas la bonne solution. Parce que les gens n'ont aucune visibilité sur ce qu'ils consomment et ils consomment de toute façon. Et alors je ne saurais pas dire si la légalisation est la bonne solution, mais en tout cas, je pense que c'est un bon chemin pour essayer d'allier à la fois, comment dire, parce faut être réel et on ne pourra pas interdire aux gens de consommer quoi que ce soit, ça a pas de sens, ils le font déjà. Mais je pense que c'est vraiment hyper important d'apporter une grosse attention sur la partie éducation et de vraiment que les gens puissent consommer tout simplement en connaissance de cause et du coup faire un gros travail de réduction des risques et de prévention au maximum. Ouais, la formation. la- Ouais, vraiment là, c'est ça. Qu'ils aient l'information et qu'ils puissent décider vraiment, ouais, c'est ça, En en connaissance de connaissance de, ouais, et prendre c'est des ça. décisions pour leur vie et leur avenir. Alors, le cannabis, il est très fréquemment utilisé chez les personnes qui sont atteintes de troubles psychotiques. Il y a deux théories qui s'affrontent un peu. Il y a celle qui pense que c'est plutôt de l'automédication et que ça apaise certains de leurs symptômes. Et une autre théorie qui est plus sur l'effet toxique, où là, ça ne fait que... C'est un cercle vicieux finalement, ça renforce les troubles, etc. C'est quoi ton avis? Ça, c'est super intéressant parce qu'en plus, c'est justement des résultats qu'on avait trouvés sur une autre étude que j'avais pu faire à Pierre 2. Alors, on a suffisamment de preuves à l'heure actuelle pour dire que la toxicité du cannabis, elle est réelle sur une partie de la symptomatologie de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une grande pathologie. Il y a beaucoup de symptômes différents qui sont classés, on va dire, dans diverses catégories. Et donc la catégorie, je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais des symptômes dits positifs, donc les idées délirantes, les hallucinations. On a suffisamment de preuves à l'heure actuelle pour établir un lien de cause à effet entre la consommation de cannabis qui va avoir un effet toxique, c'est-à-dire un effet vraiment où ça va amplifier la sévérité, la gravité de ces symptômes-là pour les personnes qui ont un trouble psychotique. Maintenant, il y a aussi toute une autre sphère de symptômes qu'on appelle les symptômes négatifs. Donc là, à l'inverse des symptômes positifs, ça va être des symptômes qui traduisent d'un manquement, d'un déficit. Donc par exemple, ça peut être à n'importe quel niveau, un manque de motivation, une apathie, un discours aussi très amoindri, un ralentissement de la pensée, des choses comme ça. Et donc, ce qu'on avait trouvé, c'était que les personnes qui consommaient du cannabis, ils avaient ces symptômes-là moins sévères. Et donc là, c'était vraiment, encore une fois, la question qu'on s'est tous posée, c'est est-ce que c'est grâce, entre guillemets, grâce au cannabis et du coup, les personnes qui ont une schizophrénie, ils sentent quand même ces symptômes-là qui sont un petit peu allégés et donc c'est pour ça qu'ils vont consommer du cannabis?
donc l'hypothèse d'automédication, ou alors est-ce que c'est simplement un lien à l'inverse, c'est-à-dire que les personnes qui vont être globalement plus motivées, plus énergiques, plus aptes à communiquer, vont avoir aussi plus sujettes à du coup consommer du cannabis, sortir dans la rue, aller contacter un dealer, rouler un joint, tout ce genre de chaîne de comportement qui demande un certain niveau de motivation, etc. Et donc ça, c'était vraiment la question que notre étude, en tout cas, n'a pas permis de répondre. Mais en fait, je me dis, compte tenu de l'énorme, l'énorme quantité de personnes qui ont un trouble psychotique et qui vont à un moment donné consommer du cannabis avant, pendant leur transition psychotique, je me dis, c'est quand même, je me dis, il y a forcément quelque chose. Pourquoi ce serait cette substance-là et pas une autre? Donc, l'hypothèse d'automédication, elle n'est pas prouvée. Il y a encore beaucoup de débats dans la littérature. On tâtonne complètement. Donc la Voilà. question reste pleine et entière, mais le doute est légitime vu effectivement le nombre de personnes qui souffrent d'un trouble psychotique et qui consomment du cannabis. Voilà, exactement. Exactement. Et je pense que on a besoin encore que la recherche continue à faire des études cliniques, des études longitudinales où on suit les gens dans le temps pour vraiment comprendre déjà pourquoi ces personnes-là consomment du cannabis et l'évolution en fonction des symptômes. À suivre donc. C'est ça. Et les troubles psychiques, ils se déclarent pour la plupart plutôt vers l'adolescence. Pour les familles qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre une crise d'ado, l'usage éventuellement de cannabis qui nous serait dissimulé, mais qu'on devrait être vigilant et surveiller, ou les prémices d'un trouble psychique? Quels sont les signes que les parents devraient être susceptibles d'observer et enfin, qui nous mettent en alerte? Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment important d'aborder. Et puis moi-même, par exemple, moi-même n'ayant pas d'enfant, je suis pas sûre que, en tout cas, j'ai pas une réponse complète à donner, évidemment. Mais en tout cas, de ma vision des choses, je dirais que par rapport au cannabis, effectivement, encore une fois, j'adopterai la même façon de penser. Je pense pas que la répression et l'interdiction totale, ce soit la bonne philosophie quand on voit le nombre d'adolescents qui contredisent toutes les règles et qui font comme bon leur semble. Ce qui me paraît en tout cas important, c'est de garder un échange ouvert et de pas rendre le sujet comme étant un sujet tabou. Et puis s'il y a une consommation, encore une fois, en fait, que l'adolescent, il ait l'opportunité de réellement comprendre ce que la consommation implique sans pour autant l'interdire absolument ou la diaboliser complètement ou quoi, parce que je me dis, en tout cas, dans ma comment je pense, je me dis, ça pourrait que entraîner une espèce d'affrontement entre parents-enfants qui ne mènerait pas à grand-chose et qui, en plus, ne mènerait pas à ce que l'adolescent consomme, on va dire, de manière sécurisée. Donc, je me dis, pas faire de ça un sujet tabou. Et puis, globalement, les choses à surveiller, globalement, en fait, je dirais que ce soit pour la consommation de cannabis ou les troubles psychiques de manière générale, c'est vraiment s'il y a une présence d'un mal-être ou de quelque chose qui s'installe. Il y a ça, pour le coup, c'est des études plus qualitatives que j'ai vues un petit peu, mais il y a parfois des signes qui peuvent être justement pris un peu confondus avec ah ben c'est juste une crise d'adolescence, ah ben il ou elle s'est renfermé parce que c'est l'adolescence et donc il y a cette espèce de scission avec les parents ou quoi. Et en fait, je pense que c'est très important de pas de justement aller garder, je sais pas, une communication complètement ouverte et de pas tout mettre sur le dos des changements hormonaux qui sont effectivement présents, mais des fois il y a vraiment des mal-être qui sont renfermés ou dissimulés. Et c'est important que rien ne soit un sujet tabou en fait, que ce soit la consommation de substances ou la présence de symptômes un peu prodromaux qui peuvent être très perturbants, des choses comme ça. Voilà, en tout cas, ça, c'est un peu ma philosophie. Je me dis, si un jour j'ai des enfants, j'essaierai de mettre ça, un climat, ce genre de climat en place, parce que c'est vraiment ce qui me paraît être. En tout cas, c'est ce qui fait sens pour moi, mais voilà, c'est juste mon avis.
Donc, communication et éducation. Je rejoins parfaitement les deux principes. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais C'est je ça. pense Ah oui, que... bah oui, c'est ça. Je le redis, je n'ai pas d'enfant. Non, mais même moi qui en ai, j'ai aussi de beaux principes et puis on fait comme on peut. Ouais, Voilà. voilà, exactement, exactement. Alors finalement, cette consommation de cannabis, c'est ce que ta thèse du coup démontrait, c'est qu'il peut y avoir des effets à la fois positifs, si on peut dire comme ça, et à la fois très négatifs. Ce serait quoi la balance bénéfice-risque? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quand même un réel bénéfice à cette consommation de cannabis, ou est-ce que cette idée est complètement folle? Je pense que j'ai une position un peu biaisée sur le sujet parce que je suis complètement dans la recherche, dans le milieu de la recherche où du coup je suis entourée de scientifiques qui se posent toujours plein de questions et qui veulent pas lâcher leur hypothèse. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ça, c'est vrai qu'en fait, le cannabis, j'ai l'impression que c'est une plante avec un grand point d'interrogation comme ça dessus, un grand mystère. Globalement, j'ai l'impression, je veux dire ce que je vais dire, ça se construit sur plein d'articles que j'ai pu voir dans plein de domaines différents. Je pense que le cannabis a également beaucoup de bénéfices à pouvoir apporter à différentes problématiques. En plus, il y a énormément d'études sur, par exemple, même des choses au niveau physique, donc en potentiel traitement de cancer. Il y a aussi des choses au niveau le ressenti de la douleur pour essayer d'atténuer ça. Il y a d'autres études où là, c'est un peu plus mon domaine sur le fait que ça permette d'atténuer les sentiments et les symptômes de dépression, d'anxiété, d'angoisse. Et donc là, j'ai cité quelques-uns dont je me souviens comme ça, mais en fait, il y a plein d'études sur beaucoup de domaines différents où le cannabis, ah tiens, est-ce que ça pourrait pas aider telle ou telle chose et tout. Donc moi, je pense qu'en fait, le cannabis, au sens de vraiment comprendre quelle molécule va venir impacter quels symptômes ou choses dont on veut se débarrasser, en tout cas, ou atténuer, ça, c'est vraiment intéressant et je pense que ça a vraiment beaucoup d'avenir. Par contre, la consommation de cannabis, un peu comme on parlait tout à l'heure, avec des dealers et où on sait pas ce qu'il y a dedans, ça, je pense que ça, c'est amené à faire plus de mal que de bien. La balance bénéfice-risque, en fait, je pense que la balance bénéfice, elle a beaucoup de potentiel, mais elle est pas encore suffisamment, on n'a pas encore suffisamment de preuves, on comprend pas en fait tout simplement encore suffisamment comment ça fonctionne et quelles molécules quel cannabinoïde fonctionne sur quoi pour réellement encourager l'usage de cannabis pour quoi que ce soit. Donc globalement, pour l'instant, c'est plus le risque qui prédomine et vraiment, c'est pour ça que je mets toujours l'accent sur l'éducation et l'usage en connaissance de cause, quoi. Mais je pense vraiment que dans la substance très large qu'est le cannabis, avec, comme je disais, tous les cannabinoïdes, et puis il y a même, autre que les cannabinoïdes, il y a d'autres choses qui ont été identifiées dans la plante en elle-même comme pouvant avoir des propriétés, donc les terpènes, les choses comme ça, des propriétés intéressantes. Ça, je pense que ça a beaucoup de potentiel, mais il faut qu'on laisse le temps au temps et qu'on arrive à identifier vraiment précisément qu'est-ce qui aide dans quelle situation, quel individu. Pour l'instant, le risque est trop élevé pour dire ah ben t'es angoissé, tiens, consomme du cannabis, ça va aller mieux. À la limite, consomme du CBD, ça oui, mais du cannabis au sens large, non, c'est pas je pense vaut mieux pas encourager la consommation tant on n'a pas plus de preuves, tout simplement, sur toutes ces choses-là. Mais à l'avenir, peut-être, du coup, des prescriptions très précises de cannabis avec son taux de THC et de CBD pour telle difficulté. Voilà, c'est peut-être l'avenir dans plusieurs années avec beaucoup de recherches Ouais, qui peut-être entrent. ab- absolument, ouais, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans et que ça puisse rentrer comme des traitements de certaines pathologies, même, comme je disais, un peu physiques, qui est très prometteur. Il y a déjà des études dessus, il y a déjà des cohortes qui donnent des cannabinoïdes ou des dérivés à des patients et certains patients qui réagissent très bien. Donc, c'est hyper important de continuer la recherche là-dessus. Et il y en a même eu d'ailleurs en schizophrénie, hein, des études qui démontraient que certains cannabinoïdes étaient très bien supportés par les patients, permettaient de réduire énormément la sévérité, la présence des symptômes positifs, donc l'idée délirante, hallucination, et étaient en plus mieux supportés
que les antipsychotiques classiques avec moins d'effets secondaires. Mais ces études-là, elles sont hyper encourageantes. Enfin, ça donne vraiment envie d'aller voir ce qui se passe plus. Par contre, elles sont, pour l'instant, c'est trop peu, c'est des cas, c'est vraiment pas une vérité générale, mais ouais, il y a vraiment quelque chose à aller creuser, quoi. Donc le cannabis n'a pas dit son dernier mot. On ne sait pas, on ne sait pas ce que ça va donner plus tard, mais oui, effectivement, les pistes ont l'air encourageantes. Donc il n'est pas à diaboliser, au fait. Il n'est pas du tout à recommander dans l'état actuel des choses avec le fait qu'on sait juste pas ce qu'on consomme et que du coup on ne sait juste pas ce qui peut arriver. Enfin voilà, c'est un risque. Mais à l'avenir, peut-être que ce sera une vraie solution. Ouais, absolument. J'aurais pas dit ça mieux. Tu as parlé du CBD qui agit Mm. sur l'anxiété. C'est bien, j'ai bien compris. Ouais, absolument. En fait, le CBD, il a des propriétés anxiolytiques, hein, relaxantes. Ça, pour le coup, c'est connu. Et sans tous les risques du... Lié au THC. Exact. Ouais, ouais. Et du coup, il y a des. J'ai vu, bah, à Montréal, ici, j'ai vu dans les magasins, là, ce qui s'appelle les SQDC, tu peux acheter des. Du coup, ils appellent ça du cannabis, mais est-ce que ça reste du cannabis à ce niveau-là? Je suis pas sûre. Ou en fait, c'est vraiment principalement, quasiment à 100% constitué de CBD. Et du coup, la prise de ça peut se présenter encore sous plein de formes différentes, hein, mais la prise de ce cannabinoïde-là n'a pas du tout les effets psychoactifs du THC et du coup tous les risques liés au THC aussi. Donc à l'heure actuelle, en tout cas, il faut toujours prendre avec des pincettes tout ça, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve que le CBD ait quelconque effet addictif ou néfaste ou quoi que ce soit sur la santé mentale. Et il y a beaucoup de gens, ça s'est démocratisé pas mal, surtout dans les pays aussi légalisés, j'imagine, qu'ils le prennent ouais, comme anxiolytique pour s'apaiser. Et ça a vraiment cet effet relaxant. Ouais, C'est hyper intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de personnes avec qui je suis en contact qui effectivement consomment pour cet effet qu'ils ressentent contre l'anxiété, justement. Et ouais, savoir qu'ils pourraient consommer le du CBD CBD. sans risque, c'est quand même vachement... Ouais, c'est très intéressant. Après, c'est vrai il y en a certains. Je connais des gens qui ont essayé des choses où c'était quasiment à 100% du CBD et qui ont quand même ressenti ce manque de pas être high comme le THC peut permettre d'être high. Et donc, j'imagine que c'est pas ça peut du coup peut-être traduire un trouble d'usage de substance, mais en tout cas, c'est peut-être pas adapté à tout le monde, mais ça vaudrait le coup pour chaque. C'est quelque chose que j'ai dit aussi à des proches qui auraient pu être dans cette problématique ou quoi. Pour chaque personne qui consomme du cannabis parce que ça les détend, ça les relaxe et qui sont un peu sensibilisés et qui savent que bon, c'est pas tout à fait génial, on va dire, de consommer du cannabis, moi je dis, bah, consomme du CBD. Change, switch et oriente-toi sur des choses. Alors peut-être au début à 50-50 THC CBD et puis petit à petit augmenter et puis ensuite finir que sur des choses où il y a que du CBD. Et ça en tout cas, à ma connaissance et pour l'instant, il y a pas de risque, il n'y a pas tous les risques comme, qui sont associés au THC. Là, je vais partager un peu le ressenti de nombreuses familles qui sont concernées par les troubles psychiques et par la consommation de cannabis. De manière générale, ces familles considèrent que la consommation est souvent négligée ou sous-évaluée par les psychiatres qui prennent en charge une pathologie spécifique. Est-ce que les psychiatres sont suffisamment formés à cette interaction addiction-pathologie? Et du coup, comment sortir de tout ça et comment réellement aider les gens qui souffrent d'une maladie psychique? Ouais, ben ça c'est des grands axes d'interrogation même en psychiatrie effectivement. Alors pareil, ma réponse elle est un peu biaisée parce que moi j'ai eu la chance de faire mon doctorat auprès d'un psychiatre qui lui est extrême. C'est vraiment un de ses spécialisations, c'est la dictologie. Et donc forcément là j'imagine bien que comment dire dans les patients qu'il reçoit c'est Un axe. un Ouais. axe clé ouais qui est abordé. Après j'ai aussi eu la chance euh,
comment dire, d'être vraiment la personne qui a pu s'asseoir dans des entretiens psychiatre-patient et juste pour observer. Et donc, j'ai eu la chance sur un an, je crois, donc toutes les semaines, donc j'ai pu voir beaucoup d'entretiens psychiatre-patient. Et c'est vrai que parfois, il y avait des problématiques que certains patients rencontraient de consommation de cannabis. Et en fait, déjà, ce qui était difficile, c'était parce que le sujet était tabou, dans le sens où, en général, la personne qui consomme du cannabis, effectivement, parce que c'est illégal, donc c'est un crime que d'en consommer, va avoir tendance à toujours sous-estimer sa consommation, ne pas en parler, éviter le sujet, donner des réponses vagues. Donc, c'est difficile d'établir une communication claire à ce sujet. Et puis aussi, je me suis déjà fait la réflexion que je trouvais aussi que d'autre part, il y avait effectivement, comme tu as dit, du côté du personnel soignant, en fait, c'est tellement admis, tout le monde sait que, OK, tel et tel patient, il consomme que il n'y a pas trop de vigilance, il n'y a pas trop d'encadrement, il y a pas trop d'incitation à vraiment travailler sur ça et à baisser la consommation, etc. Alors, évidemment, parce qu'il y a tout un tas d'autres problématiques à gérer en premier lieu, hein, mais, euh, mais ouais, franchement, j'ai pas la réponse pour savoir comment mieux accompagner les personnes qui font face à des troubles psychiatriques et qui ont une consommation de substances. Si je sais pas, j'aurais tendance à dire que si jamais c'est quelque chose qui est un peu négligé de la part des soignants auxquels la personne est confrontée ou la famille est confrontée, bah, de changer de soignant. Si vraiment ils pensent que c'est un axe essentiel, parce que ça en est un parmi les autres, évidemment, mais je pense qu'à aucun moment ça doit être quelque chose qui doit être négligé ou ça peut être passé au second plan, j'imagine, s'il y a une autre symptomatologie à côté très très forte et qu'il faut mettre la priorité sur ça avant de parler de baisser des risques ou de quoi que ce soit. Est-ce que tu penses qu'il est possible de se rétablir sans avoir surmonté cette addiction? J'ai déjà rencontré effectivement des patients qui avaient une schizophrénie, qui fumaient du cannabis et qui, actuellement, au moment où je les ai rencontrés, ils n'étaient pas en pleine expression de leurs symptômes, ou en tout cas, ils arrivaient à mener leur vie, on va dire, tant bien que mal, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres altérations à côté. Mais en fait, j'aurais quand même tendance à dire que je pense que pour un rétablissement, et quand je dis rétablissement, c'est plus une stabilisation des symptômes avec des médicaments qui fonctionnent, une thérapie qui fonctionne et un style de vie qui est approprié. Donc, quand la personne est vraiment stabilisée, j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse continuer une consommation de cannabis un peu récréative, euh, tout en ayant quand même cette pathologie, parce qu'en plus, s'il y a prise de médicaments, il peut y avoir interférence entre la consommation de cannabis et la prise de médicaments. Donc, je j'ai pas de preuves solides ou d'études qui me viennent en tête ou quoi que ce soit, mais ça me semble difficile vu tous les éléments là dont j'ai parlé. Ça me semble pas trop possible qu'une personne qui veuille se stabiliser ou qui soit stable continue à consommer du cannabis. C'est aussi le ressenti des familles, en fait, qui pensent qu'effectivement, si on ne s'attaque pas à cette problématique de consommation, bah, leur proche ne parviendra pas à se rétablir sur la durée, de manière équilibrée et qui garantit son bien-être de la manière qu'elle aurait choisi. Mais voilà, donc ils ont un cœur de régler cette problématique sans savoir exactement comment procéder, comment se faire entendre, comment... Voilà. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est important de se rendre compte aussi que la problématique de la consommation de cannabis, à part entière, c'est aussi un diagnostic de troubles psychiatriques. C'est vraiment c'est pour ça que moi, là en ce moment, j'étudie sur des gens qui n'ont pas de troubles psychiatriques associés. Ça s'appelle le trouble d'usage de cannabis, le TUC. C'est vraiment un trouble défini. Et donc, effectivement, les gens qui vont avoir aussi un diagnostic de schizophrénie, s'ils ont un trouble d'usage de cannabis, ils ont en réalité une comorbidité. En fait, ils ont vraiment deux troubles psychiatriques et les deux sont hyper importants. Évidemment, on va prioriser celui qui impacte le plus le quotidien avec les plus forts symptômes et du coup, en général, c'est le trouble de schizophrénie. Mais le trouble d'usage du cannabis, à part entière, il est hyper important aussi à traiter. Qu'est-ce qu'on appelle trouble?
trouble de l'usage du cannabis, c'est à partir de quand qu'on décide que c'est un trouble? C'est à partir du moment où on ne peut pas se passer de la substance ou est-ce que c'est déjà avant? Enfin, qu'est-ce qui définit le trouble d'usage? J'ai plus les critères exacts en tête, mais de mémoire, on parle de trouble d'usage du cannabis. Alors, c'est pas du tout une question de fréquence. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un trouble d'usage de n'importe quelle substance, c'est parce que c'est des gens qui consomment tous les jours et tout le temps. Alors, ça peut arriver jusque-là, mais c'est pas parce qu'on consomme 2 ou 3 fois par semaine qu'on va avoir un trouble d'usage. C'est plus en termes d'impact que cet usage va avoir sur d'autres aspects importants de nos vies, donc des aspects au niveau de fonctionnement cognitif, des aspects au niveau de relationnel, social, professionnel, un peu tout ça. On diagnostique en fait c'est un diagnostic comme au même titre que la schizophrénie qui est posée par un psychiatre ou quelqu'un qui est habilité à poser un diagnostic, hein, bien sûr. Et on diagnostique ce trouble, la présence de ce trouble-là à partir du moment où il y a des conduites à risque, comme j'ai exposé, liées à l'usage de la substance. Et donc pour le cannabis, c'est par exemple si lors de l'arrêt complet de prise de substance ou la diminution après un usage intense, s'il va y avoir des symptômes de manque, euh, et il y a des symptômes de manque du cannabis, là, ben, c'est par exemple un critère qui mène au diagnostic de trouble d'usage. Ou pareil, si on pose aussi la question aux personnes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de consommer du cannabis et d'être dans des situations où tu étais physiquement en danger, donc par exemple au volant d'une voiture, ou est-ce que ta consommation de cannabis a entraîné que tu participais moins à des activités sociales, professionnelles, récréatives? Est-ce que tu as manqué des réunions? Il y a beaucoup de questions en fait qui permettent vraiment d'avoir un espèce de tableau global au sens large, c'est à quel point la consommation de la substance va venir prendre du temps et des ressources à la personne, devient un élément clé de la vie de la personne. Et à partir de ce moment-là, le diagnostic est la présence, il y a un trouble d'usage de cannabis à partir du moment où il y a deux de ces critères qui sont remplis. Donc ça, c'est pas si, c'est plus commun que ce qu'on pense. Oui, c'est ce que je comprends. Et c'est le retentissement sur la vie qui marque la différence entre le normal et le pathologique. C'est tout à fait ça, en fait. À partir du moment où, de toute façon, quelque chose va venir altérer le bon fonctionnement ou le bon déroulement de la vie d'un individu et sa qualité de vie, des choses comme ça, il y a forcément quelque chose sous-jacent. Et du coup, ça marche pour les troubles psychiatriques, les troubles psychiques, psychotiques, et ça marche aussi pour les consommations de substances au sens large. Là, on focalise sur le cannabis, mais c'est aussi valable pour le tabac, l'alcool, la cocaïne, etc., etc. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais qui est hyper important, c'est comment la consommation de cannabis, elle interfère avec les traitements antipsychotiques. Ben, en fait, je saurais pas répondre extrêmement précisément à cette question parce que c'est au niveau des cérébrales et des interactions entre neurotransmetteurs et ça, je connais pas très très bien. Mais en fait, les antipsychotiques, ils vont venir justement moduler l'expression de certains de ces neurotransmetteurs qui vont permettre de réguler les symptômes comportementaux qu'on observe. Et sauf que le cannabis, il fait la même chose. Il vient altérer la diffusion de certains neurotransmetteurs au niveau cérébral qui va venir ensuite altérer notre comportement, notre raisonnement, notre cours de la pensée. Sauf que vu que les deux molécules font les mêmes choses et interviennent dans le cerveau sur des zones qui s'overlappent, donc qui se chevauchent, c'est pas un bon cocktail. Tout comme c'est bien connu, par exemple, que les personnes qui ont des traitements antidépresseurs, il faut pas que ces personnes-là boivent de l'alcool, par exemple. C'est vraiment sur le même principe, en fait, parce que la substance, parce qu'elle a un effet psychoactif, donc elle va venir interagir avec des récepteurs au niveau cérébral, ça va venir perturber le fonctionnement du médicament. C'est dommage. Est-ce que tu connais des approches pour accompagner le sevrage de patients? Est-ce qu'il existe des Ah, méthodes qui sont éprouvées et recommandées? dans la littérature, il y a une méthode de thérapie qui a fait ses preuves et qui revient beaucoup, que ce soit pour le sevrage effectivement, mais même aussi pour d'autres problématiques. C'est les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Je sais par la littérature, moi j'ai jamais, comment dire, j'ai pas vu ça en pratique. Mais je sais que c'est un nom qui revient beaucoup et qui a été prouvé comme étant vraiment une thérapie plus efficace que d'autres thérapies. En tout cas, c'est la première chose qui me vient en tête.
Je suis pas au courant s'il y a d'autres possibilités de traitement qui existent. En tout cas, les études que je fais là actuellement, j'ai aussi appris qu'il n'y avait pas de traitement en tout cas médicamenteux, donc pas de thérapie. Là, je parle vraiment des prises médicamenteuses qui permettent d'aider au sevrage du cannabis. Ça n'existe pas pour l'instant. En termes de prise de médicaments, il y en a pas. Euh, mais en termes de thérapie, il y a la TCC qui apparemment a des très bons, en tout cas des résultats plus encourageants que d'autres types de thérapies. Donc une bonne piste à suivre pour les personnes qui seraient concernées. Ouais, En tant que proche, usager de cannabis, qui soit ou non atteint d'un trouble psychique, vers quelle structure, vers quelles ressources les familles peuvent se tourner pour trouver des réponses à leurs questions et pour pouvoir mieux accompagner leurs proches? ouais, bah, vraiment super question encore parce que c'est même quelque chose que je me suis demandé récemment parce que j'ai pareil dans mon entourage je connais quelqu'un qui était intéressé pour être éventuellement aidé et pour arrêter la consommation de cannabis et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas trop sûre de quoi lui conseiller et tout ça et je me suis dit bah mince. C'est dommage de connaître autant de choses sur le cannabis et de pas pratiquement pouvoir conseiller quelqu'un. La première chose que je me suis dite, c'est que déjà, s'il y a un désir ou un besoin de réduire une consommation et éventuellement de l'arrêter, c'est important que ça vienne aussi de la personne elle-même, puisqu'on peut forcer personne à prendre un médicament ou à aller en thérapie, déjà. Et ensuite, bah ouais, c'est de parler de ça avec des professionnels de santé qui sont concernés. Donc, il y a des psychologues qui sont spécialisés, qui ont des spécialisations dans divers domaines. Enfin, il y en a qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire, il y en a, etc., etc. Donc, il y en a aussi qui sont spécialisés dans les addictions. Donc, je dirais peut-être que ce serait une bonne entrée. Après, je sais aussi, il doit y avoir des lignes téléphoniques plus pour avoir, comme tu disais, des espèces d'informations généralisées. Alors, je connais pas les numéros exacts, mais je sais que ça existe où vraiment on appelle, on pose des questions et on peut avoir quelqu'un au bout du fil qui nous renseigne. Donc, ça peut être, moi je me dis, ça reste quand même très intéressant. Déjà de faire la démarche, d'avoir la volonté de se renseigner et du coup d'essayer de se mettre en lien avec des professionnels de santé dans ce milieu-là. Et puis après le chemin va se faire un peu tout seul, quoi. Faut juste commencer à mettre un pied dedans et tomber sur une personne qui est un peu spécialisée à ces questions-là, comme je disais, psychologue spécialisé, par exemple. C'est le conseil que j'ai donné à la personne qui m'avait demandé récemment. Mais ouais, c'est une question super importante et faudrait que les réponses qu'on donne soient plus longues et plus détaillées, avec tel numéro, telle ressource, tel truc. Pour plus de détails et des accès vers des sites et des sites d'écoute, vous trouverez des informations dans le descriptif. Alors, si tu avais carte blanche, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la recherche? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure peut-être. Ouais. Dans les politiques publiques ou dans la manière dont on écoute et qu'on accompagne les usagers concernés. Si j'avais carte blanche, c'est dur à imaginer. Mais déjà, bah, dans la recherche, ouais, effectivement, je vais juste revenir sur l'idée qu'on avait déjà évoquée. Il y a beaucoup d'avenir dans la recherche à investiguer l'effet de tel cannabinoïde sur tel, et donc avoir des fonds pour étudier ça précisément pour être en mesure de dire, OK, à tel dosage, c'est bon, à telle fréquence, c'est bon, tel cannabinoïde, et comme ça, on fait des matchs parfaits. Ça serait l'idéal. Parce que je me dis que c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, en termes de politique ou de sensibilisation, des choses comme ça. Euh, si j'avais carte blanche, je pense que je mettrais encore une fois l'accent et ouais sur la sensibilisation, l'éducation. Parce que honnêtement, je trouve que ça a aucun sens de dire ne faites pas ça, ne faites jamais ça, c'est pas bien. Et point, et tu dis, ok, mais pourquoi et comment alors qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de valeur à avoir un discours beaucoup plus nuancé et aussi, et du coup, vu qu'il sera beaucoup plus nuancé, quelque chose de beaucoup plus crédible par les principaux concernés qui sont du coup bah, les gens qui essayent, ou qui consomment de temps en temps ou qui ont un trouble d'usage. Donc vraiment la sensibilisation à fond, parce que je me dis c'est encore fou qu'en 2025 j'ai des gens que je vois en rendez-vous et qui me disent qu'ils savent pas que le cannabis c'est addictif et que c'est une substance addictive. Je me dis mais
il y a un manquement quelque part. Donc, euh, donc ça, à fond. Quand on a mal au dos, on sait tous qu'on doit aller voir soit un ostéo, soit un kiné, et on sait qui appeler, et c'est facile. Ben, moi, si j'avais carte blanche, je ne saurais pas exactement, mais je mettrais en place un truc qui soit facile comme ça, parce que juste tout le monde le sait, tout le monde saurait que, ah ok, tiens, je me pose un peu des questions par rapport à ma consommation de cannabis, ben, je vais prendre rendez-vous avec telle personne. Et ce serait beaucoup plus facile, quoi. C'est très idéaliste, hein, ce que je raconte, hein. Je me rends compte que c'est pas, on n'est Mais, pas encore là. oui, mais c'est dommage qu'on trouve ça idéaliste, en fait. Ça devrait juste être la norme. C'est là où aujourd'hui, si tu plus ma réflexion, enfin, c'est que ce soit pour les troubles psychiques ou pour n'importe quel trouble, enfin, on devrait mieux être éduqué et informé, en fait. Ça manque de Ah oui, communication. ah, je D'où suis d'accord. d'où l'importance que tu sois là et que tu nous partages tes recherches. Ben ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi, je trouve qu'on voit bien aussi l'espèce de clivage qu'il y a entre toutes les pathologies qui touchent un peu plus au physique, où il y a des prises en charge très, très, très claires, donc comme je sais pas moi, le diabète, le cancer, etc. Et dès qu'on parle de pathologie mentale, là, c'est tout de suite un flou artistique et il y a plus personne qui sait vers qui se tourner. Et je me dis, ben là, il y a des choses à faire puisque c'est pas parce que c'est une maladie mentale qui se traduit par des comportements anormaux que ça n'en reste pas moins une maladie et il faut mettre en place des choses beaucoup plus faciles d'accès et faire beaucoup plus d'éducation parce qu'il y a beaucoup plus de tabous aussi du coup autour des pathologies mentales psychiatriques. Absolument. Avant de conclure cet épisode, je te propose de répondre à 6 questions rapides que je pose à chacun de mes invités. Quel moment clé a changé ton regard sur la santé mentale? Et c'était quand j'étais au lycée. J'ai eu un membre de ma famille qui a eu un, je saurais même pas comment appeler ça, on va dire épisode pour rester large, mais je sais pas ce que c'était. Je pense qu'on ne saura jamais. Qui a été très court, mais quand même très intense. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à porter énormément d'intérêt au cerveau, au comportement, et pourquoi on disait qu'il y avait des comportements normaux, des comportements anormaux, qu'est-ce que ça voulait dire, des pathologies, tout ça. Donc, ouais, je dirais que ça remonte à ce moment-là où j'ai commencé à me poser toutes ces questions et je trouvais ça hyper intéressant. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment juste de marginaliser toutes ces personnes? Et puis, je me dis, mais non, ça n'a aucun sens. Si tu pouvais déconstruire une idée fausse une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? Si on parle de schizophrénie, c'est vraiment l'idée, il y a vraiment cette idée hyper véhiculée en plus dans les films, que tout le monde, à chaque fois, tout le monde me dit, ah oui, c'est le dédoublement de la personnalité. Non, non, ça n'a aucun rapport avec la schizophrénie. La schizophrénie n'est pas un dédoublement de la personnalité. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Ça, c'est une fausse idée qui est extrêmement véhiculée. Et je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est beaucoup de désinformation. Mais voilà, ça vraiment, première chose. Et la deuxième idée, alors je sais pas si c'est une grosse idée qui est une grosse fausse idée qui est très prévalente, mais c'est plus sur la consommation de cannabis. C'est pas, non, ce n'est pas sans risque. Et oui, c'est une substance addictive. Est-ce que tu vois des innovations, alors peu importe le domaine, elles peuvent être scientifiques, sociales, peu importe, qui pourraient révolutionner notre façon d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge? L'éducation. L'éducation, la sensibilisation, que non, la santé mentale n'est pas moins importante que la santé physique et n'est pas plus bizarre ou plus. Si quelqu'un a des soucis de santé mentale, c'est à prendre avec autant d'importance et de sérieux que des troubles de santé physique. Même niveau. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une œuvre ou une rencontre qui t'a profondément marqué sur le sujet de la santé mentale ou des troubles psychiques? J'ai pas un livre tu vois, c'est vraiment un vécu, c'est plus un vécu et des rencontres qui m'ont un peu éveillée, et qui me gardent éveillée à toutes ces questions-là. J'ai un cercle d'amis, on va dire, très proches que j'aime beaucoup, que j'avais rencontré à Lyon, qui sont du milieu de ce qu'on appelle les teufeurs. Donc, c'est les rave parties ou les choses comme ça, c'est des espèces de concerts en nature qui sont en général pas autorisés, mais que les gens font quand même.
Et en fait, je trouve que ce milieu-là de rave party est vraiment un milieu où on observe énormément de gens qui ont énormément de profils différents. Il y a énormément de consommation de toute substance que ce soit. Et il y a énormément de problèmes de santé mentale énormes. Et pour autant, c'est des gens. Enfin, j'adorais aller là-bas. J'ai rencontré j'ai fait de rencontres hyper intéressantes sur plein de gens qui ont des façons de voir la vie hyper différentes et qui ont pour autant quand même tout ce qu'on dirait comme plein de problèmes de consommation de substances, de santé mentale, des gens pas forcément stables, encore une fois, comme on l'entend avec les critères de notre société, en tout cas. Et pourtant, c'est un milieu hyper enrichissant et quand on est ouvert d'esprit, c'est juste trop cool. Et ils apprennent plein de choses sur tout ça. À partir d'aujourd'hui, que t'engages-tu à continuer à faire, à initier ou à arrêter, ou à faire différemment, en lien avec ta santé mentale, enfin, ou la santé mentale de manière personnelle ou professionnelle? Déjà, de manière personnelle, je suis quelqu'un qui fait très attention à sa santé mentale. Parce que forcément, ben, je suis sensibilisée. Et donc, les choses auxquelles je veille à faire attention, c'est vraiment, si dans mon travail, j'ai plusieurs semaines qui s'enchaînent où je sens que je tire et que ça va pas, ben, je fais une pause, simplement. Et pareil, si j'ai quelques problématiques qui commencent un petit peu à me titiller, machin, ben, je vais voir un psy, et je prends des rendez-vous de manière régulière. Je pense que tout le monde devrait voir un psy, honnêtement. Ça aide énormément. Faire attention à sa santé mentale, autant que faire attention, comme je disais, à sa santé physique. Pour moi, c'est vraiment, si la santé mentale va bien, ça se répercute sur tout. Enfin, si la santé mentale, elle va pas, il y a rien qui va. D'autant que si le physique va pas, il y a rien qui va. C'est vraiment pareil. Ouais, faut être attentif à soi-même. Des fois, accepter de faire des choix pour soi, un petit peu, qui peuvent être perçus comme égoïstes, mais des fois, c'est important de savoir dire non ou de se respecter. Ouais. Donc ça c'est des choses auxquelles moi je fais attention. Dans un an, comment rêves-tu qu'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? Le premier truc à abolir complètement pour tout le monde, pour tous âges, pour tout confondu, c'est le tabou, le gros tabou. Il y a des gens qui trouvent ça, qui iront pas jamais voir de psychologue par ego. Enfin, c'est, et parce qu'on leur a appris que c'était une preuve de faiblesse, ou je sais pas trop quoi, mais tout ça, il faut s'en débarrasser, là, on s'en fiche, hein. Il faut que ça se dégage. Santé mentale, ça devrait pas, enfin, ça peut être un sujet sensible, ça dépend de quoi on parle, mais ça devrait pas être un sujet qu'on évite à tout prix. Ça participe au mal-être collectif aussi. Merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça pourra résonner dans beaucoup de familles. Avec grand plaisir, ben, merci à toi, c'était vraiment chouette. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Dans 15 jours, j'aurai le plaisir de poursuivre notre série sur l'internement. Cette fois-ci, sur les évolutions que nous aimerions voir mises en application rapidement, autant pour les personnes internées qui restent coincées en prison sans les soins adaptés, que pour tous les professionnels concernés par ces sujets, sans oublier évidemment les familles comme la mienne, qui subissent les conséquences de cet immobilisme face à une situation d'urgence. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences. Nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles.
En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la sentimentale est accessible à tous.